les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. J'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. D'une réserve indienne à la galaxie, il n'y a qu'un pas. De Brady Blackburn, un acteur non professionnel au passé de cow-boy, à Paul Mescal, ce type qui nous a tous fait pleurer dans Aftersun, il n'y a qu'un pas. C'est du moins ce que suggère le cinéma de Chloé Zhao. Vous la connaissez sûrement grâce à Nomadland, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure réalisation en 2021, faisant d'elle la deuxième femme à remporter cette distinction, après Catherine Bigelow. Depuis, l'enfant chéri du cinéma indépendant s'est taillé un autre chemin, vers une voie plus médiatique. En atteste son nouveau film, Hamnet, un drame historique qui réinvente la vie de William Shakespeare, et devrait faire parler de lui pendant la saison des prix. Je suis Léon Catan, et aujourd'hui, je reçois Mariana Agier, hello, Lisa Durand, coucou, et Margot Barallon, salut, pour parler de, vous l'avez compris, la réalisatrice Chloé Zhao. Is it true? You know everything about a person by touching them here? Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met. Who are you looking for? William Shakespeare. I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? I see landscape, undiscovered countries. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of Father's players. Will you be brave? Yes. Never forget for a moment. Mama! They may be gone. Mama! My boy! On peut rarement comprendre l'ensemble d'une œuvre sans savoir qui l'a créée. Margot, qui est Chloé Zhao en tant que personne ? Eh bien, c'est donc une réalisatrice, mais une réalisatrice émigrée d'origine chinoise. Elle est née à Pékin. Elle y a passé 15 ans de sa vie avant de partir en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis pour étudier d'abord les sciences politiques et puis ensuite faire du cinéma. Et en fait, on ne peut pas comprendre son œuvre, effectivement, si on ne sait pas ça. En tout cas, le début de son œuvre, puisque l'enracinement dans un territoire, ce que ça peut avoir de politique, c'est vraiment quelque chose qui la passionne parce qu'elle est elle-même au départ déracinée. Et pendant longtemps, elle a d'ailleurs dit qu'elle ne retrouverait jamais de chez elle. C'est important aussi pour comprendre comment elle a pu tourner ses deux premiers films, Les chansons que mes frères m'ont apprises en 2015 et The Rider 2 ans plus tard. Elle est allée dans des réserves amérindiennes du Dakota du Sud. Elle a tourné avec des acteurs non professionnels. Elle a passé parfois des années, 4 ans pour les chansons que mes frères m'ont apprises, vraiment à gagner leur confiance. Et elle explique que c'est aussi tout simplement parce qu'elle n'a pas une tête d'américaine. C'est son physique, le fait qu'elle leur ressemble finalement plus que certains de leurs compatriotes américains qui lui a permis de les approcher d'aussi près, de les convaincre souvent finalement de jouer leur propre rôle dans ses films. Chloé Zhao, elle est aussi athée et c'est aussi important parce qu'elle a longtemps cherché Dieu, en tout cas une forme de spiritualité, et elle explique qu'à la fin ce qu'elle a trouvé c'est la nature qui est vraiment encore une fois au centre de ses films, du premier jusqu'au dernier, et oui, même dans son virage chez Marvel avec Les Éternels en 2021, et ça on aura l'occasion d'en reparler beaucoup avec toi Lisa notamment. Et puis donc enfin Chloé Zhao, c'est une figure du cinéma indépendant qui s'est peu à peu rangée du côté d'Hollywood sans que ce soit forcément définitif et sans que ce soit forcément une mauvaise chose, mais elle a vraiment fait ses 2 premiers films avec 3 francs 6 sous, même le 3e, Nomadland, qui a obtenu quand même l'Oscar en 2021 du meilleur film et de la meilleure réalisation, elle a eu du mal à trouver les financements. C'est son actrice principale, Frances McDormand, qui lui a soufflé l'idée d'adapter un livre, puisque c'était un livre au départ, et qui est allée à la recherche de producteurs. Et donc, forcément, Nomadland, c'est un vrai virage, puisque c'est une reconnaissance de l'industrie qui va lui ouvrir la porte de Marvel. Là, un film à 200 millions de dollars. Et puis, maintenant, Hamnet, qui correspond beaucoup plus
même si c'est à nuancer au canon de Hollywood. Alors c'est un cheminement assez classique de passer du cinéma indépendant à un cinéma un petit peu mainstream, d'être mieux intégré au bout d'un moment à l'industrie du cinéma américain. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser que Chloé Zhao, elle a quand même toujours une place à part et un pied, voire deux à l'extérieur. Elle est mal à l'aise dans les cérémonies. Elle habite à Los Angeles, mais elle est quand même pieds nus au milieu des animaux qu'elle recueille. Elle connaît aussi bien donc les Marvel que le cinéma de Wong Kar-wai. Elle a pensé faire une adaptation de Dracula version science-fiction futuriste. C'est finalement plutôt un projet de reboot de Buffy qui est en gestation. Bref, c'est une femme de 43 ans, bientôt 44, qui est assez surprenante. Et finalement, c'est aussi ça qu'on aime chez elle. Oui, et c'est toutes ces multitudes qu'on va essayer d'aborder dans le podcast en analysant donc ces films. Effectivement, je pense que même si c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, on peut parler de Chloé Zhao comme, en tout cas dans ses 3 premiers films, une filmeuse du réel. Effectivement, les territoires sont loin d'être décoratifs, ils sont même essentiels pour comprendre une communauté. Et c'est pas n'importe quel territoire aussi aux États-Unis. On est souvent dans des plaines un petit peu désertiques, des grands ciels. Il y a cette citation qui revient souvent en interview de la réalisatrice qui est « Quand vous êtes perdu, allez à l'ouest ». On a l'impression qu'elle a un peu pris ça au pied de la lettre. Bah oui, il est quand même intéressant de noter que sur ses 2 premiers films, et même dans Les Éternels, elle y revient très peu sur un décor. Elle est dans le Dakota du Sud, qui est réputé pour être l'état le plus pauvre des États-Unis. Le fait qu'elle prenne pied là-dedans, ça dit déjà politiquement pas mal de choses sur lesquelles on reviendra sur ses autres films. Oui, puis en termes d'esthétique aussi, ce que tu dis est très juste. Et d'ailleurs, son cinéma est assez souvent, en tout cas en termes d'ambiance et d'esthétique, comparé à celui de Terrence Malick, sur justement cette fascination pour les grandes plaines, pour les paysages très atmosphériques. Elle filme beaucoup, en tout cas pour The Rider et pour Nomadland, beaucoup en début ou en fin de journée. Vraiment les moments où il y a ces couleurs très mélancoliques, très, très mauves, très bleues, qui donnent un peu ces imageries-là. Donc effectivement, et puis elle est très drôle, cette citation de « Quand vous êtes perdu, allez à l'ouest », parce qu'effectivement, on va avoir l'occasion de beaucoup s'attarder là-dessus, mais toute la mythologie du Far West américain, c'est quelque chose qui la fascine complètement, et justement, cette espèce de grand mythe du Far West, du western, de tous ces territoires, de la conquête de l'Ouest, mais que du coup, elle retourne complètement, justement, dans ce regard un peu... presque un peu décolonial, c'est très pertinent, quoi. C'est la face du rêve américain qui est brisée, le cinéma de Chloé Zhao, mais comme un petit peu ce que faisait Kelly Reichardt dans First Cow aussi, il y avait cette idée-là de réalisatrice qui travaille un petit peu ce cinéma, genre des grandes plaines et des grands espaces sur First Cow ou sur la dernière piste pour Reichardt, pour le coup. Mais c'est très intéressant de parler effectivement des mythes américains, puisqu'elle en prend un des plus gros, le cow-boy, qu'elle retourne totalement dans The Rider, mais c'était déjà le cas dans les chansons que mes frères m'ont apprises, où donc The Rider, ça raconte l'histoire d'un cow-boy qui peut plus exercer son métier, puisque il a fait une mauvaise chute de cheval, et toute nouvelle chute pourrait lui être fatale, et qui doit donc en fait trouver un nouveau sens à sa vie. Et le cow-boy, qui est aussi une figure de masculinité qui est quasi chimiquement pure, vraiment de virilité, et en fait elle raconte un peu l'après. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il n'y a plus de cow-boys? Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus l'être, ou quand de toute façon on évolue dans un pays où quand bien même on aime se raconter des vieilles histoires, aujourd'hui on est quand même nettement moins souvent sur un cheval que dans un énorme pick-up, quoi, parce que c'est ça son cinéma. Et moi je trouve ça hyper intéressant parce que elle a un regard forcément d'étrangère là-dessus, mais assez paradoxalement, je trouve qu'elle arrive à quelque chose de plus vrai que beaucoup de cinéastes 100% américains. Vous parlez du cow-boy dans The Rider, mais à mon sens, chacun de ces films, en tout cas pour les 3 premiers, va prendre un archétype du cinéma américain pour en faire quelque chose d'autre. Par exemple, dans le premier, des gens qui vivent dans une réserve indienne. On en a vu dans le cinéma américain jusque-là, et souvent de manière très déshumanisée, à part quand c'était eux qui pouvaient s'emparer de
la caméra pour se filmer directement, mais aussi d'ailleurs dans Nomadland en fait, parce que il y a cette scène où la sœur de Fern, l'héroïne, lui dit que qu'en sillonnant la route comme ça avec son camping-car, elle perpétue la tradition des pionniers américains, sauf que traditionnellement dans le road movie, les personnes qui prennent la route, enfin on pense à Easy Rider, on pense à d'autres, ça va être souvent des jeunes, en tout cas à partir des années 60-70, des jeunes qui sont avides de liberté, qui veulent choisir un mode de vie différent, alors que là on voit que justement c'est une femme d'un certain âge qui est obligée de partir parce que littéralement sa ville disparaît et qu'elle a plus de foyer, elle a plus de travail. C'est une autre type d'aventure, on va dire. Et puis même sur cette subversion des codes aussi, justement, on parlait de l'importance de la figure du cow-boy. The Rider et aussi les chansons que mes frères m'ont apprises, mais qui abordent un petit peu cette question-là, la figure du cow-boy, mais surtout The Rider. On parle quand même vraiment de mecs qui se prennent pour des cow-boys au sein d'une réserve indienne. Enfin, ce sont des personnages amérindiens qui justement ont hérité de tout cet imaginaire-là, alors que le cow-boy, quand tu remontes un petit peu justement à l'origine du mythe, c'était vraiment le cow-boy contre les Indiens. Enfin, et du coup, il y a vraiment un truc qui est hyper paradoxal quand tu te renseignes un petit peu là-dessus, et qui est très curieux. Et effectivement, c'est assez fou, même si effectivement c'est assez logique, mais c'est quand même très curieux que ce soit vraiment une réalisatrice qui n'est pas native américaine et qui arrive aussi bien à capter justement la permanence et la survivance aujourd'hui, comment ces mythes-là qui sont hyper américains, les mythes du cow-boy, les mythes des grandes plaines, du mec sur son cheval, ces grandes contrées, ou le mythe dans Nomadland, vraiment du road movie, quoi, qui est vraiment genre un registre essentiellement américain par naissance. Comment ces mythes-là ont survécu jusqu'à aujourd'hui et justement ne survivent pas vraiment en fait d'une certaine manière, ou en tout cas ont vraiment muté, et que ce soit vraiment cette réalisatrice-là qui n'est pas native américaine de base et qui s'en empare et qui les raconte vraiment extrêmement bien, je trouve. Ouais, mais c'est assez joli au final parce que comme disait Margot, avec son statut de réalisatrice émigrée, elle choisit de filmer que les marginaux et la marginalité, en tout cas dans ses 3 premiers films, même si on peut associer peut-être les Éternels qui sont des créatures célestes aliens à des marginaux aussi, qui ont 7000 ans. Si on peut aller jusque-là si on veut. Puis il y a quelques-uns de ces héros qui sont en plus issus de minorités, avec une femme qui s'exprime en LSF, en langue... Lauren Ridloff qui est sourde et muette, qui pour rejoindre en tout cas les peuples opprimés amérindiens qui en effet n'ont pas toujours été très bien servis par la fiction. Et ce qu'elle montre aussi, c'est le quotidien dans les réserves amérindiennes, qui est quand même pas hyper funky, quoi, où il y a un taux d'addiction à l'alcool et aux substances en tout genre qui est quand même assez conséquent. Et le fait que ces jeunes gens, notamment dans le premier film, aient un peu du mal à se sortir des réserves et juste vivre tout court, parce qu'ils sont abandonnés partout, par toutes les il n'y a pas d'infrastructure, ils ont quasiment pas de cellules parentales. Dans The Rider, c'est complètement le désœuvrement aussi, parce que ce type-là, il a cet accident, mais il n'y a pas de sécurité sociale, il n'a pas de soins médicaux, et c'est aussi toute la face de l'Amérique qui, après l'Amérique du road movie et de la contre-culture des années 60, avec Easy Rider, même avec des trucs comme Thelma et Louise et tout, on arrive sur la fin des années Obama, le début des années Trump, et comment on continue de créer un fossé, en tout cas d'inégalité pour les habitants des grandes plaines et des endroits désertés aux États-Unis. Et Nomadland, c'est clairement ça. Parce que oui, sa ville disparaît, mais elle dit qu'elle a plus les moyens de prendre un crédit et de vivre dans une baraque, quoi. Pour rebondir effectivement sur ces 2 premiers films, les chansons que mon frère m'ont apprises et The Rider, c'est aussi important de noter que en fait ils sont tous les 2 tournés au sein de la même réserve amérindienne, qui est la réserve de Pine Ridge, donc dans le Dakota du Sud, qui est connue pour être la réserve indienne la plus précaire des États-Unis. Et effectivement, cette précarité-là, j'étais assez surprise en revoyant ces films, parce qu'elle la filme vraiment. Enfin, je veux dire, il y a pas de, enfin, je veux dire, elle s'en cache pas. Et pour autant, il y a vraiment une extrême douceur dans la manière dont elle raconte soit cette précarité, soit effectivement cet alcoolisme là qui est très présent dans le premier film, qui est abordé d'ailleurs d'une manière assez intelligente, parce qu'il est jamais mentionné en tant que tel. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez
étudié le fait que dans les réserves amérindiennes aux États-Unis, le fait que les populations soient délaissées, soient dans une grande situation de précarité, et du coup, le taux d'alcoolisme est très présent et très fort. Et effectivement, c'est quelque chose qui est abordé dans le film d'une manière un peu détournée, parce qu'elle prend en fait le personnage, parce que du coup, les chansons que mes frères m'ont apprises suit une famille, et notamment une famille donc composée de 3 enfants, et elle suit notamment la plus petite et son grand frère, et le grand frère fait de la contrebande d'alcool pour subvenir un petit peu aux moyens de la famille. C'est quelque chose qui est vraiment juste dit en fait en trame de fond, mais qui fait partie du décor justement, et sans pour autant rentrer dans quelque chose de misérabiliste. Ça pour le coup c'est quelque chose que je lui reconnais facilement à Chloé Zhao, de ne jamais céder au pathos dans ces films-là, alors qu'elle raconte vraiment des situations très difficiles. Et moi j'avais jamais vu vraiment les réserves amérindiennes racontées de cette façon, et surtout avec autant de douceur. Bah, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans son cinéma, c'est que c'est pas des films à concept, même s'il y a des concepts qui sont manipulés dedans. Voilà, on va pas parler de films à sujet, alors que de fait on aborde des thèmes assez carrément politiques, et pour moi c'est aussi dû à comment est-ce qu'elle travaille. Elle avait détaillé ça, j'avais trouvé ça dans une interview. Elle disait souvent, quand je vais à la rencontre d'une communauté discriminée, les gens me disent ce qu'ils pensent que j'ai envie d'entendre, parce qu'ils ont souvent été sollicités par des journalistes qui vont investiguer sur juste leurs conditions de vie précaires, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes du sensationnel. Du sensationnel, ou vraiment juste en tant que de phénomène social, quoi, de crise sociale, mais effectivement, ça va rester très centré là-dessus. Et que du coup, en fait, elle va du coup, les écouter parler ça, les laisser déballer ce discours jusqu'à ce qu'ils aient fini, et ensuite embrayer sur des questions du type c'était qui ton premier crush au lycée, c'est quoi ton équipe de foot favorite, en fait, pour vraiment rentrer dans la dimension humaine, au-delà de la personne en tant que sujet politique. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est que les chansons que mes frères m'ont apprises, Nomadland, The Rider, c'est des récits d'apprentissage, en fait. C'est des récits d'apprentissage qui s'ancrent dans des milieux très spécifiques, mais des récits d'apprentissage quand même, alors assez littéralement, vu que dans le premier, on suit un adolescent donc, qui se trouve au carrefour de sa vie, ou ce moment où tu choisis ce que tu vas faire, quoi. C'est un jeune homme qui est obligé de réinventer tout son mode de vie dans le second, parce qu'il peut plus faire sa passion. Et dans le troisième, voilà, c'est une femme qui est sexagénaire, je crois, et qui doit tout reprendre à zéro, pareil. Et ça me fait penser à une phrase de Greta Gerwig que j'aime beaucoup. C'est pas la dernière fois que je vais la citer dans ce podcast, mais c'est que en fait, il n'y a pas d'âge pour un coming of age. Un récit d'apprentissage, il peut intervenir à toutes les phases de notre vie, parce qu'on continue d'évoluer toute notre vie. Et son cinéma, celui de Chloé Zhao, illustre bien ça. J'ajouterais même, parce que je vais revenir au film Marvel, sur ce que tu as dit Léon, que même sur son film Marvel, on peut voir ça aussi comme un récit d'apprentissage pour notamment le personnage féminin qui est visiblement le plus jeune du casting, parce que c'est tous des êtres millénaires et tout, mais ils vieillissent jamais. Il y a une actrice qui a le physique d'une adolescente de 15-16 ans, et à la fin elle choisit de renoncer à son éternité pour apprendre l'humanité, parce qu'elle déteste profondément les humains. Elle peut pas vivre leur expérience, elle peut pas mourir, elle fait pas l'expérience de la mortalité, elle peut pas les comprendre, et elle choisit d'apprendre ce que c'est aussi d'être humain, d'avoir de l'empathie et de mourir. Comme Barbie. Vraiment pour placer Greta Gerwig, mais il y a vraiment de ça aussi dans Les Éternels, où parce qu'ils sont énormément, ils sont une dizaine sur le casting, et il y en a beaucoup qui font en tout cas l'apprentissage de qu'est-ce que c'est l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain aussi, et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'empathie. Pas tout le monde réussit, il y en a qui se jettent dans le soleil parce que c'est des drama queens, mais il y en a qui arrivent. C'est vrai, je me souviens de ça. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Léon, sur le fait que justement elle creuse beaucoup au-delà des premières questions politiques purement sociales, pour aller un peu plus dans le registre justement de l'intime. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui avait... J'avais regardé un petit peu la réception critique de Nomadland
en 2021, du coup, quand le film était finalement sorti après avoir été repoussé plein de fois à cause du Covid. Et en fait, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui, pour le coup, lui avait été assez reproché à ce moment-là pour ce film particulièrement, notamment sur le fait qu'il y avait une certaine absence de discours politique. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne un peu là-dessus parce que, pour le coup, c'est une critique avec laquelle je peux être relativement d'accord. Je pense que Nomadland, c'est un peu le film que j'aime le moins de sa filmographie. Parce que... Sorry. Vous n'avez pas l'image, mais Léon vient de faire une pause extrêmement dramatique. Je vais me jeter dans le soleil. Sans aller jusqu'à dire que le film n'est pas politique, ce n'est pas le cas. Effectivement, il s'ancre vraiment dans une Amérique, pour le coup, dans l'Amérique de Trump, avec un libéralisme extrêmement violent qui, du coup, jette littéralement ses citoyens à la rue. Enfin, Nomadland commence avec une ville qui a été plus ou moins démantelée. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, une ville qui était entièrement liée à une entreprise d'extraction de matières premières qui ferme. Faillite, voilà. Et donc, en fait, tous les ouvriers étaient logés sur place. Ouais. Et à partir du moment où l'entreprise ferme, plus de boulot. Plus de boulot et plus de logement. Plus de boulot, plus de logement, et donc son personnage, donc joué par Frances McDormand, prend la route et décide du coup d'adopter complètement. Enfin, décide non, pas vraiment, parce elle n'en a à la fois parce qu'on n'en a pas les moyens et parce que c'est le style de vie aussi qui lui convient à ce moment-là, parce qu'elle est dans une période elle affronte en fait le deuil de son compagnon, tout en ayant cet ancrage politique et social qui est extrêmement présent. Je trouve qu'il y a un petit goût d'inachevé dans ce film. Pour le coup, j'ai l'impression que Nomadland, peut-être parce qu'elle est aussi à un moment de sa carrière où justement elle dépasse un petit peu le cap de The Rider était un peu la première révélation, et Nomadland c'est vraiment la consécration. Il y a l'appui de Frances McDormand, il y a tous les Oscars qui viennent ensuite, et je trouve que le film à ce moment-là ne dépasse pas vraiment un stade un peu trop contemplatif pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vu que Léon, comme tu avais du coup adopté cette pose extrêmement dramatique, je te laisse réagir si tu le veux à mes paroles. Oui, bon voilà, sans surprise, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Non, je plaisante. Il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup quand je regarde des films post-apocalyptiques, et je vous jure que je vais quelque part avec avec ce début. C'est que je trouve que c'est toujours des films extrêmement survivalistes, y compris dans leur mentalité, leur vision de l'être humain. C'est-à-dire que les gens vont toujours chercher à profiter des autres, vont chercher à se marcher dessus, ne vont jamais penser à s'entraider, à part quand ils font partie de la même famille ou quelque chose comme ça. Les gens qu'on voit dans Nomadland, en quelque sorte, ils ont vécu une forme d'apocalypse dans leur vie, l'apocalypse d'un deuil, d'une perte de travail qui les jette dehors, de tout ça en fait. Mais leur réponse, ça va être l'entraide. Et ça va être une forme d'entraide absolument radicale. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de beau dans ce film. Quand tu vois des gens interagir entre eux, ils s'aident en permanence, en fait. Quand tu as une personne vieille qui a du mal à marcher, ou voilà, tout de suite, tu vois quelqu'un qui se lève pour lui céder sa place. Moi, une scène qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est cette espèce de séminaire, on va dire, dans une communauté, celle de Bob Wells, du coup, qui organise des sortes de conventions, on va dire, pour les gens qui vivent en van. Et je veux dire, pour les gens qui vivent en van, c'est-à-dire souvent, en fait, des gens qui sont pauvres et vieux, donc pas du tout des cool kids qui, auraient bien voulu connaître c'est Woodstock. pas la van life des influenceurs. Voilà, c'est ça, c'est pas ce que vous voyez sur YouTube. Et pour avoir côtoyé un certain nombre de lieux militants qui étaient aussi des lieux de vie, j'ai vraiment été bluffée de la justesse de la représentation de ces endroits où des fois juste en fait on va partager un repas avec des options véganes, des options pas véganes, c'est à prix libre, et juste des fois on va s'asseoir au coin du feu. Et d'ailleurs je trouve que le cinéma de Chloé Zhao, c'est vraiment le cinéma au coin du feu, parce qu'il y a toujours plein de scènes où les gens ils vont échanger des discussions intenses au coin du feu. Mais voilà, je trouve que c'est aussi un film sur l'empathie radicale, et moi, c'est ce qui me remue profondément dedans, en fait. Ah, je comprends. Mais je suis quand même pas convaincue. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a une succession de jolies petites touches comme ça, mais je trouve que le film, dans son ensemble, ne raconte pas grand-chose, en fait, je trouve. Moi, je suis moins d'accord sur ce qui ne raconte pas grand-chose, Mariana, mais je me souviens que le film avait été quand même pas mal critiqué sur le fait que, notamment, elle avait accès aux entrepôts Amazon. Et la place de Jeff Bezos et de l'empire Amazon et Prime Video aux États-Unis, et le fait qu'elle en dise
Enfin, que ce soit juste une activité c'est une trame de fond pareil. Voilà, comme une autre. Mais c'est vrai que pour le coup, pour avoir accès à Amazon, faut bien montrer patte blanche et pas aller. Même si ce qu'elle montre au final, c'est un système qui est quand même très déshumanisant. C'est des boulots je précaires. Trouve pas que Amazon sorte très grandi du film. Non, quand même. clairement pas. Mais je sais que c'était une critique qui avait été faite en tout cas à Chloé Zhao. Oui, on lui a aussi reproché à l'époque d'avoir un père extrêmement riche et que donc elle serait en gros le fameux bourgeois gaze sur les personnes pauvres et tout ça. Je trouve que vu la façon de travailler de Chloé Zhao, c'est quand même un petit peu... ça me paraît être une critique, faut être solide sur ses appuis pour la lancer, me semble-t-il. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'en fait, il y a évidemment au centre la question de la précarité. Elle est en vanne parce qu'elle n'a pas le choix. Mais il y a quelque chose de plus que ça et le personnage, en fait, se dévoile au fur et à mesure. Et je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, on comprend aussi qu'elle n'a pas le choix parce que c'est la seule chose qui lui parle. C'est la seule chose qu'elle a envie de vivre. Et elle raconte donc qu'avant, elle avait une maison donc dans cette espèce de village ouvrier près. Et qu'en fait, ce qui lui plaisait énormément, c'est que c'était la dernière maison. Et donc, la vue qu'ils avaient depuis l'arrière de leur maison, elle et son mari, c'était rien. C'était une plaine jusqu'aux montagnes et le film s'achève avec ça. Et en fait, au bout d'un moment, il y a quand même le côté, en fait, j'ai envie d'avoir rien devant moi. Et je trouve, alors on peut juger ça peut-être politiquement dévitalisé, mais moi je trouve qu'au contraire, ça apporte quelque chose de très intéressant au personnage qui, en fait, c'est bon, il est habitué à être hors du monde. Et à un moment, elle a l'occasion de revenir un petit peu au monde et elle la prend pas. En fait, c'est trop dur. C'est trop dur de revenir dans un système qui, à un moment, vous a jeté complètement dans le fossé. Et moi, le film, je le trouve vraiment très beau quand il parle de ça. Et d'ailleurs, la scène justement où elle retourne chez sa sœur et je crois que son beau-frère est agent immobilier. Oui, ou en fait, il bosse dans l'immobilier. Ouais. Et du coup, tu le vois discuter justement avec ses collègues dans une affreuse garden party. Et je trouve que c'est très caricatural en fait de ce que ça dit de la violence de classe, mais en même temps, c'est vrai. On a des données factuelles aujourd'hui autour de la crise du logement. Et je trouve qu'après justement avoir passé tant de temps à voir Fern et les autres marginaux qu'elle rencontre sur sa route vivre, etc. Quant à cette phrase qui tombe, je sais plus exactement ce qu'il dit. Il aimerait bien être en 200008. Avant le crash boursier. C'est dommage qu'on soit pas de nouveau en 2008 parce qu'en gros, on pourrait grave en profiter. Ce qui est d'un cynisme absolu. Je trouve que cette réplique, justement, elle est d'autant plus forte qu'elle s'insère dans ce film, quoi. Et je pense que ça aurait eu moins d'impact, cette petite phrase, cette petite conversation dans un film qui se serait contenté justement de juste représenter l'entre-soi bourgeois comme à couteau tiré façon Cluedo après, ou Get Out, je sais pas. Moi je suis plutôt de l'avis de Léon et de Non, mais j'ai Margot. compris que j'étais en minorité. Concrètement, moi je suis pas quelqu'un de très spirituel, mais il y a quand même toute une recherche aussi via certains personnages. Je sais pas si Fern est quelqu'un de très spirituel aussi, mais elle croise quand même beaucoup de gens, je trouve, qu'ont en tout cas dans ce mode de vie, ils y ont trouvé aussi leur compte pour telle ou telle raison, parce que pour certains, un retour à la nature, pour d'autres, évidemment, c'est des questions de précarité. Mais il y a tout un chemin intérieur qui, couplé avec la thématique du deuil, quand même, est pas inintéressant. Je trouve, il y a cette très belle phrase à la fin avec, je sais plus qui est ce monsieur qu'elle croise, et quand elle lui raconte justement que son mari est mort et qu'elle a tout perdu, elle a un garde-meuble où elle garde vraiment ses effets personnels les plus précieux. Elle a des assiettes que son père lui avait collectées quand elle était plus jeune. Et pour revenir au deuil de son mari, ce type-là, elle lui dit en gros, on revoit toujours nos morts, see you down the road. Et je crois c'est Bob, je crois, en fait, qui lui dit ça. Donc le mec qui organise les conventions. Ouais. Et donc il y a quand même toute une recherche aussi on parlait de road movie, aussi par les grands espaces, par la route, comme l'a fait la Beat Generation. Il y a quand même quelque chose de spirituel qui est pas inintéressant. Et moi, ça me fait penser à un autre film qui est un film français, c'est Saint-Ouen-Nilois de Agnès Varda, où le personnage de Mona peut s'associer au personnage de Fern, même si elles partent pas du même endroit. Mona, c'est vraiment un rejet total d'une société, en plus en tant que jeune femme qui l'enferme. Ça finit très mal pour elle, mais elle veut absolument pas se conforter dans cette société française des années 80.
Et pour le coup, Fern aussi, quand on lui offre le personnage de David Strathairn, là, qui tombe clairement amoureux d'elle, quand il lui offre la sécurité dans cette maison qu'on pense sortir d'un Terrence Malick, vraiment à travers une plaine où il n'y a rien, elle dit non à ça aussi, elle dit non à ce confort, mais ce confort, c'est aussi une conformité de peut-être se remettre en couple avec un homme, de retourner dans ce truc un peu patriarcal, et du coup, elle refuse. Après, je pense que c'est pas non plus très surprenant qu'on décèle une forme de contradiction comme celle qui a été mobilisée dans les critiques de Nomadland et que tu citais, Mariana, parce que paradoxalement, Chloé Zhao, quand elle parle de son cinéma, elle dit qu'elle fait pas de cinéma politique et elle dit que justement, elle va contre ses idées. Ce qui veut pas dire qu'elle a des idées d'extrême droite et qu'elle filme des communautés. Là, vraiment, la dissonance cognitive serait énorme. Mais que, en tout cas, voilà, elle veut pas imposer d'agenda politique pour pas dénaturer ce qu'elle filme, mais en même temps, en reconnaissant volontiers que juste là où tu poses ta caméra, c'est politique. Donc je trouve qu'il y a une grosse contradiction dans sa pensée, mais que je trouve se retrouve pas forcément dans ses films en fait. Effectivement, et ça rejoint pour le coup ce que je trouve assez réussi dans ce film-là et qui se retrouve aussi à petites touches un peu dans tout son cinéma, en tout cas pour une première partie de sa carrière. Ça rejoint tout ce qu'on disait, mais c'est le côté aussi très documentaire de son cinéma. Et effectivement, Nomadland, je trouve à ça de réussi, en tout cas, c'est ces parties-là que j'ai trouvé les plus réussies, c'est effectivement cette sorte de succession de petits portraits pour lesquels tu sens effectivement qu'il y a eu un peu ce discours-là, un peu de laisser poser ta caméra et de laisser tes personnages parler, tu vois. Il y a un truc où justement elle va, un peu comme dans tous les classiques du road movie, elle croise plusieurs personnages différents au fil de sa route, et ce que je trouve très réussi pour le coup, c'est on rentre pas du tout... Nomadland aurait pu tomber un peu dans ce piège du côté un peu personnage tiroir. On a des différents types de deuil, on a, je sais pas, toutes sortes de différents portraits sociologiques qu'on peut avoir sur ce type de film-là, justement, en plus en étant ancré dans une réalité sociale aussi forte. Et pour le coup, il y a vraiment cette grande sensibilité qu'on retrouve aussi dans le reste de son cinéma. Il y a quelque chose de très pudique, effectivement, en évitant les grands discours. Et effectivement, là, peut-être que je rejoins un petit peu aussi ce que vous êtes en train de dire, d'une certaine manière, mais justement, en refusant d'apposer un discours politique prédéfini sur ces personnages, on touche à quelque chose de beaucoup plus pudique, de beaucoup plus intime. Et ouais, je pense que la pudeur, c'est vraiment un terme, moi, qui définit tout son cinéma. C'est quelque chose vraiment qui refuse la grandiloquence. Même si, bon, le reste de Nomadland, le fait de bassiner avec la musique de Ludovico Einaudi et le côté grand, avec sa musique, grand piano, oui, on va revenir, mais c'est pas la première fois que la musique dans les films de Chloé Zhao me pose problème, mais pour le coup, ça... T'as pas entendu la musique de Ramin Djawadi dans Les Éternels? On va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment un des aspects que je trouve un peu raté. Et j'oserais dire un peu cheap dans Nomadland, c'est ce côté on filme des grandes plaines avec de la musique de Ludovico Einaudi avec laquelle on nous bassine depuis des années. Et en fait, c'est quelque chose que je redirai un petit peu plus tard à l'occasion d'un autre film. Mais on n'avait pas besoin de ça pour comprendre à quel point la charge émotionnelle est forte. Et c'est quelque chose que je lui reproche pour le coup un petit peu, alors qu'on a une très grande pudeur par ailleurs dans son style. Et il y a des moments où j'ai l'impression qu'elle cède et qu'elle a envie de faire quelque chose d'assez facile, avec une belle musique, avec des belles images. Et voilà, c'est un petit peu la limite, je trouve, moi, de son cinéma. Et du coup, finalement, pour synthétiser, de la grandiloquence, et ça tombe bien, parce que maintenant, on va parler de grandiloquence. Et de politique. Voilà. Il faut savoir que pendant qu'elle tournait Nomadland, Chloé Zhao était donc sur un autre projet, Les Éternels. Je pense que Lisa, tu dois être la personne qui, autour de cette table, a le plus de connaissances sur Marvel. Enfin, à moins que Margot, tu révèles... J'en ai moins que Lisa, je pense. Tout à fait. Je pense en tout cas, c'est pas Mariana et moi qui avons éblouir sur notre culture Marvel. Pardon, c'est vraiment pas par snobisme petit encarté, ouais, mais non, c'est vraiment juste pour recontextualiser. Donc en fait, je n'ai pas vu Les Éternels, mais vraiment pas par snobisme. C'est parce qu'en fait, je n'ai jamais vu aucun film Marvel. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de par films. Le début, Iron Man 2008. Ouais. Et ensuite, 20 ans de ta vie. Voilà, Lisa va te faire un planning à raison de un film par jour. T'en as jusqu'à 2037. Alors, je pense que c'est une bonne idée, c'est que je pense qu'en fait, il faut que quelqu'un me prenne par la main pour me dire comment regarder. Chers auditeurs.
Mais du coup, voilà, moi qui ne connaissais pas grand-chose de l'univers Marvel, je me demandais à quel point celui de Chloé Zhao diffère des autres, même si c'est difficile de mettre un grand sac les autres, parce que certes, c'est très codifié, mais j'imagine qu'il y a des subtilités aussi dans le lot. C'est intéressant parce que je vais laisser Lisa dire ce que les Éternels a de singulier au sein des Marvel, mais moi, j'ai un souvenir très précis du torrent de boue que s'est pris le film quand il est sorti, à quel point on a dit, non seulement il est mauvais, mais c'est le pire. Eh bien, cette critique émane de gens soit sexistes, mais je ne peux y croire. Même moi, je sais que c'est pas vrai. Soit de mauvaise foi, je ne peux y croire non plus. Soit qui n'ont pas vu tous les Marvel, parce que vraiment... soit de gens morts, en fait, qui n'ont pas vu tous les autres Marvel qui sont sortis depuis. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est. Mais même avant, il y avait déjà eu des grosses merdes. Non, mais bref, pour revenir à pourquoi Chloé Zhao, au final, c'est pas un choix si fou que ça pour Marvel. Bah, déjà parce que la dame est quand même très fan de l'univers, de comics, de science-fiction et de bande dessinée, de manga. Globalement, donc elle a postulé quand on est en 2018 en fait elle a l'idée d'appeler directement Marvel et donc Kevin Feige qui est le président de l'homme à la casquette qui est le président de Marvel quoi depuis je sais pas 20 ans maintenant pour collaborer avec eux sur un projet sans titre au début et comme à ce moment-là se prépare un Black Widow qui est censé être le premier film Marvel avec une réalisatrice à la tête d'un énorme budget parce que Marvel se veut inclusif gros guillemets. Donc, comme une poignée de réalisatrices un peu en vogue, comme Lucretia Martel, Denise Gams-Erguven, Mélanie Laurent ou Coralie Farja, on leur propose un Black Widow finalement. Oui, je vois les têtes. Vous avez pas le visuel, mais il y a Mariana et Léon qui sont complètement abasourdis. C'est de la faute de Mélanie Laurent. Et du coup, finalement, c'est Kate Shortland qui fera Black Widow, qu'on a décrit comme un des pires Marvel, mais que moi je trouve plutôt intéressant sur la figure d'Harvey Weinstein et le trafic des femmes. Bref. Donc du coup, Chloé Zhao, elle voit cette proposition, ça l'intéresse pas des masses, mais par contre, elle voit les premières ébauches de scénario pour Les Éternels, qui est un comics qu'elle connaît. Et en fait, elle veut adapter ce comics-là, qui est un comics de la fin des années 70, qui ressemble à rien d'autre. C'est très années 70, dans le côté un petit peu hallucinogène contre-culture, quoi, et spirituel. Mais je trouve que du coup, ça ressemble beaucoup plus à l'identité de Chloé Zhao. Et donc, elle se retrouve sur ce film-là, d'un commun accord avec Kevin Feige, d'ailleurs. Elle en a plutôt un bon souvenir. Les Éternels s'est planté au box-office, mais en lui posant la question pour la promo de Hamnet, elle dit moi je suis toujours ok pour qu'on fasse Les Éternels 2. Moi j'ai des choses de prévues, j'ai des choses à dire, je pense que ça se fera pas, mais en tout cas elle garde une bonne expérience de son passage par le studio, sachant que dans ces grands studios là, dans le système américain, souvent il y a beaucoup de cinéastes qui en gardent une expérience douloureuse ou amère en tout cas, parce que souvent on prend leur style et on essaye en tout cas d'en faire un peu des yes men et des yes women, et ça marche pas pour tout le monde. Moi, je trouve que Chloé Zhao s'en sort plutôt bien. C'est un des seuls Marvel, pour le coup, qui ressemble vraiment à son style. C'est le seul qui utilise beaucoup de décors naturels et de lumière naturelle, ce qui est très rare dans un studio qui est très fan de fond vert et de bouillie numérique grise. Vraiment, le dernier quart d'heure de tous les Marvel, c'est des batailles intersidérales, c'est irregardable, enfin on va être honnête. La lumière, en effet, elle dit que, comme tu t'en parlais Mariana, elle s'inspire du travail de Terrence Malick, ça se sent. Et surtout, c'est peut-être une des seules qui approche des personnages Marvel, pas juste comme des super-héros en combinaison flashy ou métallique, elle y va vraiment, elle les filme en fait comme des êtres humains et comme des personnages désirant une des rares scènes d'amour dans 35 films Marvel, c'est quand même Les Éternels. C'est une scène entre Richard Madden et Gemma Chan qui font, ça reste quand même très soft parce que c'est Hollywood. Mais c'est du cul. Mais oui. Et ça, dans Marvel, on en a pas vu beaucoup. On en a quasiment jamais. Les gens s'embrassent à peine chez Marvel, même chez les hétérosexuels, ils s'embrassent très peu. Et là, on a une scène d'amour dans la nature, en plus, il me semble, sur une colline ou sur une montagne. Sur des pierres. Alors moi, c'est vrai que ça m'a un peu gênée parce que j'étais là, ça a l'air extrêmement inconfortable. Oui, c'est horrible. Enfin, puis il y a un baiser queer quand même. Oui, et c'est pour le coup, on est vraiment sur la politique d'inclusion, en tout cas de diversité de Marvel. Et d'ailleurs, le film n'a pas été distribué en Chine. De toute façon, Chloé Zhao, elle a une relation à la Chine très compliquée. Et puis la Chine a une relation avec Chloé Zhao qui est très compliquée. C'est plutôt ça, en effet. Donc,
on a le personnage qui est joué par Brian Tyree Henry, qui est le premier personnage homosexuel noir en plus, Marvel, qui a une famille, qui a un petit garçon, qui a un mari, et il s'embrasse avec son mari. Et pour une fois, c'est pas coupé au montage. Et on a le personnage qui est incarné par Lauren Ridloff, dont on avait parlé tout à l'heure, qui elle est sourde et muette, et donc du coup tout le monde se parle en LSF dans le film. Enfin, quand en tout cas les personnages interagissent avec elle, ils se parlent en LSF, c'est sous-titré. En tout cas, il y a toute l'ADN d'un film Marvel avec ce qu'on pourrait appeler la patte Chloé Zhao, avec elle adore les plans larges. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les personnages perdus dans la nature, dans le désert. Il y a beaucoup de désert dans les Éternels. Les seules images que j'ai vues du film, effectivement, c'est vraiment ces plans vraiment façon Terrence Malick, quoi, de plans très très larges, de nature très mélancolique. Et on en discutait avant d'enregistrer avec Margot, mais c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film. Et dès qu'on commence à introduire des aliens antagonistes, ça commence à devenir très moche et ça commence à devenir très chiant surtout. C'est un peu la question que j'avais, du coup, n'étant pas familière de cet univers, quelle est vraiment la marge de manœuvre des réalisateurs, réalisatrices? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut attribuer comme part de responsabilité à Chloé Zhao en dehors de la photographie dont on a parlé? À quel point c'est sa faute? Si le film marche ou pas concrètement, je veux dire, à quel point est-ce que c'est aussi du film de studio, de production en fait? Le truc, c'est que elle est volontaire, elle connaît très bien Marvel, donc elle sait dans quoi elle met les pieds. Pour moi, on peut pas dire que elle a été complètement contrainte partout. Je pense que c'est même la priver, elle, de l'agentivité qu'elle a dans cette histoire. Je pense qu'elle sait très bien, quand tu t'embarques là-dedans, tu sais très bien que tu vas pas refaire Nomadland, quoi. Enfin, t'es pas là pour ça. Non. Et d'ailleurs, par ailleurs, ça peut être fun, justement, après avoir fait des petits films très resserrés et tout ça. De passer de 100 millions à 200, en effet, c'est... Et donc, non, je pense qu'il y avait une volonté de sa part de s'amuser aussi avec cet exercice-là. Et oui, bien sûr qu'elle doit se plier à des règles, mais je suis pas sûre que ce soit un déchirement à chaque fois. En revanche, quel regard elle peut avoir, par exemple, sur toute la phase de post-prod d'effets spéciaux, ça, je sais pas. Ça, c'est une vraie question. Parce que Marvel, ils sont tellement... En fait, c'est ça, c'est que Disney aussi, c'est tellement... Et Marvel et Disney, c'est le genre d'exécutif où il y a 50 personnes en copie dans les mails. Donc, n'importe qui, c'est pas que Chloé Zhao et la plupart des réalisatoristes, en tout cas, ou sinon quittent le navire. Edgar Wright devait faire un Ant-Man, il l'a jamais fait parce que c'était invivable de travailler avec tous ces gens-là. Donc, les gens qui arrivent à sortir une œuvre de ça, chapeau à eux quand c'est une œuvre pas trop mal. Et par ailleurs, moi, je préfère une Chloé Zhao qui assume le film jusqu'au bout qu'un Taika Waititi qui se moque de son propre film et des effets spéciaux de son propre film. Il a fait Thor, Ragnarok et Love and Thunder. C'est vrai que justement un signe distinctif de Marvel qui m'horripile particulièrement, c'est ce besoin de toujours briser le quatrième mur, de toujours désamorcer tout ce qui se passe avec une saillie en fait. C'est de toujours se dire, d'anticiper ce que va se dire le public. Ah tiens, le public il va se dire que ça c'est drôle parce qu'il se passe tel truc. Bon un des personnages il va le dire du coup, et je trouve que ça atténue toujours, en tout cas pour moi, la charge émotionnelle de ce qui se passe. Et pour le coup, j'ai l'impression que y a de l'humour effectivement dans les Éternels, mais c'est pas à ce point maladif, je trouve, que les dernières productions de Marvel. Ça, pour le coup, au début de Marvel, il y a vraiment, je trouve, et c'était le cas sur les productions télé de Whedon, il y a une patte scénaristique de Whedon, et notamment dans la punchline. Et je trouve que Marvel s'est aussi construit sur toute une décennie avec ce second degré-là qu'on a accolé à tous les personnages, notamment des personnages masculins, mais ils peuvent pas s'en empêcher. À chaque fois, ils sont obligés de briser de la tension, de l'émotion et tout dramatique avec une blague. Et ça, il y en a très peu dans Les Éternels, à part avec le personnage qui est joué par Kumail Nanjiani, qui est le pire personnage du film. Je pense qu'elle peut pas y échapper, mais elle le dose plus ou moins, on va dire. Ça reste... En fait, c'est tellement des grosses machines que moi, je lui en veux pas à elle. Et j'ai pas l'impression, comme tu disais Margot, que c'est une expérience douloureuse pour elle. Comme Nia DaCosta, qui a fait The Marvel juste ensuite, qui avait fait Candyman, qui était un four aussi, qui s'est pris que des mauvaises critiques, parce qu'il y a quand même un truc à dire sur les femmes qui réalisent des films Marvel. Enfin, la misogynie existe. Enfin, elles en souffrent énormément. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer dans la communauté de fans des réponses extrêmement misogynes à ces films. Encore une fois, je suis pas du tout une grande défenseuse des Éternels. Je trouve pas que ce soit un bon film.
Mais voilà, revoyez les Ant-Man là. Il y avait une citation, en tout cas, de Chloé Zhao sur, pendant le tour presse de Hamnet, elle dit Les Éternels m'a préparé à Hamnet parce que ça m'a appris à construire un monde. Avant ça, je n'avais fait que des films qui se passaient dans le monde réel. J'ai aussi appris ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. C'est marrant qu'elle parle de construire un monde vu que Hamnet est une adaptation et du coup justement on va en profiter pour ouvrir le débat sur ce film qui sort donc le 21 janvier. Hamnet, du coup, c'est un film avec Jessie Buckley et Paul Mescal, comme je l'ai dit en introduction, qui nous promet de découvrir les coulisses, sans mauvais jeu de mots, du chef-d'œuvre de Shakespeare, Hamlet. Mais, me semble-t-il, ce n'est pas tout à fait correct. Et Mariana, tu es bien placée pour le savoir parce que tu as lu le livre dont a été adapté Hamnet, le livre éponyme, du coup, de l'autrice irlandaise Maggie O'Farrell. Je te passe la parole car je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Oui, en fait, je voulais juste faire un très bref recadrage parce que visiblement, je comprends pourquoi, mais les distributeurs du film ont décidé de vendre ça comme une sorte de biopic ou d'anti-biopic parce que c'est très à la mode aujourd'hui justement les biopics qui ne prennent pas les formes classiques de biopic. En tout cas, Hamnet, effectivement, tu l'as dit, est présenté comme tel. Je voudrais juste effectivement revenir un petit peu aux origines parce qu'en plus, je trouve que c'est un processus littéraire qui est assez intéressant. Je trouve la manière dont ce récit a été écrit, donc je voulais juste revenir rapidement là-dessus. Donc Hamnet, à la base, c'est donc un livre de Maggie O'Farrell qui a été publié en 2020 et en fait, le point de départ du livre, c'est que l'autrice avait, en faisant ses recherches, en fait, avait noté une coïncidence qu'elle trouvait à juste titre assez curieuse dans la biographie de Shakespeare, c'est que donc il y a cette œuvre Hamlet qui est une des pièces les plus connues de Shakespeare et il y a aussi cet enfant qui est donc un des enfants qu'a eu Shakespeare avec sa femme qui s'appelle Hamnet et en fait on n'en sait pas plus dans les registres de l'époque, on sait juste qu'il y a cet enfant qui est mort à l'âge de 11 ans et une autre chose que note l'autrice et en fait c'est le point de départ de son livre, c'est qu'en fait Hamnet et Hamlet dans les registres de l'époque c'est des prénoms équivalents, enfin c'est des écritures équivalentes du même prénom. Et du coup elle se dit en fait à partir de cette coïncidence extrêmement curieuse, elle se dit en fait il y a forcément, moi je considère qu'il y a forcément un lien en fait de cause à effet entre l'un et l'autre et du coup j'ai écrit une fiction qui propose en fait une interprétation, une supposition de quel est ce lien en fait justement entre ce fils mort à l'âge de 11 ans et cette pièce cruciale dans la vie de son auteur. Je trouve qu'il y a quand même ce procédé d'écriture qui est quand même vraiment intéressant de dire en fait il y a vraiment cette énigme-là qu'on ne résoudra jamais parce qu'on n'a pas les archives de l'époque qui permettent d'expliquer la vérité sur cette œuvre qui est fondamentale dans la littérature et du coup je propose moi cette fiction-là pour pallier un petit peu à l'absence de vérité physique quoi. Donc voilà, donc il y a cette œuvre-là qui est publiée en 2020. En 2023 donc les producteurs proposent à Chloé Zhao donc de réaliser l'adaptation de ce livre. Donc tu l'as dit Margot, on a ce film qui a en tout cas du côté de la production un côté très hollywoodien. Le film a été récupéré en distribution par Focus Features qui est une filiale d'Universal. On a ce casting quand même assez 5 étoiles avec des acteurs, des actrices qui sont toutes des étoiles montantes. On a Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn qu'on a aussi pas mal vu dans le cinéma de Lanthimos. Et aussi l'ex de Taylor Swift, mais ça je ne le dirai pas ici. Ça ne rentrera pas en compte dans notre analyse. Voilà, donc pas mal de grosses têtes à l'affiche. Et à mon sens, la formule qui est utilisée, donc le secret de la jeunesse d'Hamlet, est d'autant plus déceptif que, en fait, on passe pas non plus tout notre temps avec William Shakespeare dans le film. En fait, dès le début, on se trouve à part égale avec sa femme. Le film va en fait nous raconter l'histoire de leur rencontre, de leur mise en couple, puis le départ de William Shakespeare à Londres et du coup Anne qui va rester s'occuper de leurs 3 enfants. Et en fait, on va autant être dans l'intériorité de l'un que de l'autre. On va voir comment, certes, lui, il a vécu le décès tragique de son fils pendant la peste, mais aussi comment elle, qui va être sur le front, en fait, à ce moment-là, puisque c'est elle qui s'occupe des enfants à ce moment-là, quand lui n'est pas là, comment est-ce qu'elle vit ça. Donc en fait, oui, c'est pas vraiment, c'est même carrément pas un biopic sur Shakespeare, c'est pas cette figure du génie tourmenté qui va, même s'il est tourmenté dans le film,
on va pas se mentir. Bah, mais c'est Paul Mescal. Mais après, je suis très contente qu'on l'ait retrouvé dans un rôle dramatique parce que franchement, avec ces derniers rôles, j'avais l'impression qu'on l'avait un peu perdu, quoi. Et Gladiator et Gladiator. All of the Strangers, pardon. Bah, pour moi, ça s'est arrêté après Aftersun, il a été en. Ouais, pour moi aussi, ça a été un glow down. Non, All of the Strangers. All of the Strangers. J'ai vraiment pas été surestimé, je trouve. Ouais. Oui, donc c'est pas un film sur un génie incompris qui, de la souffrance, extirpe sa plus grande richesse, comme tant de films qu'on a vus à propos des hommes artistes, même si, évidemment, on n'évite pas non plus complètement cet écueil-là. Bah, ce qui était effectivement un grand piège dans lequel le livre, mais aussi le film ne tombe pas, parce que je trouve qu'effectivement, il appuie assez bien cette absence du père. Déjà, le film, de la même manière que le livre, ne rentre pas dans cette grande figure du génie tourmenté, déjà, parce que ne prononce jamais le nom de William Shakespeare. Et là, je suis désolée, je vais devoir faire un petit encart, parce que... Mariana et Léon ont vu le film en presse, toutes les deux, faut le savoir. Et en fait, mais je ne peux pas t'en vouloir, Léon, mais tu n'as compris que pendant les 10 dernières minutes, qu'en fait, il s'agissait de l'histoire de William Shakespeare. Parce qu'il y a donc un moment où le personnage donc d'Anne ou Agnès, interprété par Jessie Buckley, donc finit par aller à Londres. Bon, à partir de là, on va vraiment spoiler le film. Si vous voulez l'avoir vu avant d'écouter l'analyse sublime qu'on va faire, vous pouvez vous arrêter là. Mais après donc avoir appris que son mari, donc William de son prénom, a réalisé une pièce qui s'appelle Hamlet. Ce qui n'était visiblement pas suffisant pour que je mette la puce à l'oreille. Il y a tout, il y a l'affiche, il y a le nom. Enfin, il y a écrit une pièce de William Shakespeare. Je pensais qu'il était fan de Shakespeare, ok. Sa femme se rend à Londres donc, pour voir qu'est-ce que c'est que cette pièce, donc au Théâtre Globe, qui était le théâtre de Shakespeare, et prononce cette phrase: on cherche William Shakespeare. Et c'est là que Léon se réveille, genre, quoi? Mais en fait, depuis tout ce temps, il s'agissait de William. Non, mais vraiment, en fait, j'étais juste aveuglée par... le mulet de Paul Mescal. J'allais dire le talent de Jessie Buckley. J'allais dire le magnétisme de Jessie Buckley, mais oui. Voilà, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais oui, en fait, c'est vrai que j'y suis allée sans savoir de quoi ça parlait. Anyway, donc tout ça pour dire qu'effectivement, cette absence, justement, le fait de refuser de rentrer dans cette espèce d'imagerie un peu classique du biopic, etc. Les personnages ne sont jamais vraiment nommés comme on penserait qu'ils puissent être nommés. Donc déjà par ça, de base, je trouve qu'elle évite de manière assez intelligente déjà le côté biopic, mais aussi ce côté justement de génie tourmenté, parce qu'en plus ce côté, bon, effectivement, Paul Mescal est tourmenté de base dans tous ses rôles, mais le film s'attarde assez bien, je trouve, justement sur cet abandon. En fait, il y a ce truc assez intéressant où le film est d'abord présenté comme cette espèce d'histoire d'amour très incandescente. Il y a toute cette imagerie autour de la sorcière, du fait que on pense que c'est la fille d'une sorcière parce qu'elle a une espèce de talent un peu caché pour connaître les âmes des gens. Enfin, là aussi, pour le coup, en plus, je trouvais que ça pouvait être assez casse-gueule parce que le livre s'épanche un petit peu dans quelque chose d'assez agaçant du côté de ce registre un peu du féminin sacré, de cette femme sorcière qui a hérité des pouvoirs de la nature, etc. Et le film, de par la réalisation de Chloé Zhao, s'attarde beaucoup sur la nature mystique, mais d'une autre manière, d'une manière qui lui est propre vraiment à la réalisatrice. Et du coup, je trouve que c'est très réussi parce que c'était vraiment un écueil dans lequel elle pouvait tomber et elle l'évite assez bien. Et de manière générale, il y a toute cette patte-là au niveau de l'esthétique où on sent vraiment la réalisation de Chloé Zhao, cette permanence vraiment des plans larges en extérieur. Il y a quelque chose d'assez curieux, beaucoup de scènes intimes, enfin de scènes de discussions intimes, des déclarations d'amour, des déclarations de souffrance, sont filmées en extérieur, en plan très large, ce qui est assez étonnant en fait, mais ce qui pour moi marche très bien. Enfin voilà, cette espèce de permanence de la nature un peu divine qui prendrait un peu le contrôle sur ces personnages. Je trouve que toute cette imagerie-là, qui est propre au livre, mais que la réalisatrice s'approprie assez bien, je trouve est très réussie et je trouve ça très cohérent qu'elle ait réalisé cette adaptation-là et qu'elle l'ait fait de cette manière en tout cas. Je trouve qu'elle se l'approprie vraiment très bien et d'une manière qui lui est vraiment personnelle. Moi, je suis beaucoup moins dithyrambique que toi, Mariana. Sachant que je ne suis pas dithyrambique, je trouve que le film a des défauts, mais j'y reviendrai plus tard. Mais sur le début, t'as beaucoup aimé le début. Et en fait, moi, vraiment, la première heure, je me suis assez vite fait chier. Okay. Et autant j'aime beaucoup le personnage de Jessie Buckley, autant son personnage à lui, je suis désolée,
film, en fait, j'en ai rien à foutre. En fait, pour moi, le film raconte effectivement que tous les grands dramaturges ont une femme qui assure toute la charge mentale à la maison. Merci à elle. Mais du coup, il le raconte. Enfin, tu vois, oui, non, mais elle pouvait tomber bien dans sûr. un truc, Non, mais elle le raconte. Ça, il y a pas de problème. Je trouve pas du tout que le film soit, comment dire, biaisé dans son approche du truc, en face de lui un super héros alors qu'il le mérite pas. Pas du tout. En revanche, moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, extrêmement pathos, très tôt. Et c'est lié, je trouve quand même un peu à l'écriture qui est... en fait, ils sont over intenses, ces gens. Très, très vite. Je vois pas le problème. Ils sont trop intenses. Et c'est une tonalité qui est extrêmement intense tout le temps. Et enfin, moi, en fait, ça m'a coupé de l'émotion parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a appuyé sur la tête pour me dire de pleurer très tôt, c'est-à-dire avant que ça devienne franchement tragique. Et du coup, au moment où ça devient franchement tragique, je n'avais plus envie de m'embarquer dans cette voie-là. Et la partition de Max Richter est insupportable. Oui, et Dieu sait que je l'aime, mais il est extrêmement paresseux dans ce film. C'est nul. Ah, moi, j'ai trouvé ça vraiment... tu critiquais celle de Enodi dans Nomadland. Max Richter et Enodi, même combat. Ah non, dans Nomadland, c'est beau. Les deux sont très paresseux. Je trouve, pour moi, c'est vraiment ils ont les mêmes procédés de composition. Ils sont agaçants pour les mêmes raisons, je trouve. Mais moi, Richter, je sais que je l'aime pour plein de choses. Mais là, et alors, bon, on en reparlera. Mais à la fin, en plus, il recycle un truc qu'il a déjà fait et joué 1000 fois. C'est insupportable. Oui. Et alors, moi, c'est là où j'ai dit non. Ceci étant dit, je jette pas du tout l'intégralité du film. On a notamment 2 acteurs, je trouve, excellents. Et bien parti pour les Oscars surtout aujourd'hui du 19 voilà. C'est de la performance, c'est de la performance qui pleure beaucoup, voilà. Mais globalement, ça fonctionne bien. J'en peux plus de voir le sad Paul Mescal, mais bon, je préfère sad Paul Mescal à Gladiator Paul Mescal. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est le sad Paul Mescal qui joue le mieux, je trouve. Mais après, il est triste dans Gladiator aussi. Hein. Ouais, mais il est triste d'une mauvaise manière. Ouais, mais triste et à poil. Pour moi, c'est raté. Quoi Mais donc, voilà, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et par ailleurs, il y a vraiment... En fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est le propos sur le pouvoir de l'art. En fait, elle, c'est une paysanne. Elle, le théâtre, elle y est jamais allée. Et le moment où elle découvre le théâtre, moi, ça m'a un peu agacé le début. Parce qu'effectivement, en fait, là, il y a quelque chose... C'est pas normal que personne ne la boot hors de cette salle à ce moment-là. Non, mais puis même, déjà de base, je pense on reviendra aussi sur le côté un peu film d'époque, mais pour le coup, du théâtre populaire de cette époque, personne n'est silencieux comme le son dans la scène. Ouais. Non, mais voilà, donc pour moi, en fait, c'est marrant cette scène. Et ça prouve quand même le talent de cette réalisatrice parce que le début de la scène, vraiment, en fait, j'en peux plus. Ça fait déjà 1h30, je pense, que je suis en mode je ne vais pas pleurer. Donc, en fait, ça suffit. Et en fait, à un moment, elle arrive à retourner le truc. Et là, moi, je rentre dedans. J'achète l'espèce d'épiphanie qui se passe avec ce personnage féminin, l'espèce de réparation qu'elle offre à ces personnages vis-à-vis de leur deuil. Il y a quelque chose vraiment de génial qui se passe dans cette scène de théâtre. Et là. Max Richter. Tout est ruiné. Mais je suis entièrement. J'ai eu la même déception immense. Et il y a la partition qui en plus est une partition recyclée. C'est une partition de finale de film. C'est le final de Premier Contact. Je crois que c'est le final de Shutter Island. Enfin, c'est vraiment des partitions de finale de films très grand public qu'on a tous déjà beaucoup vu. Et en plus, il y a pas que ça. Il y a des épiphanies de films. Tout le public se met à tendre la main dans une espèce de deuil collectif avec l'acteur. Ça, j'ai trouvé ça beau. Il y a des scènes symboliques avec l'enfant qui rejoue symboliquement sa mort en disant au revoir à sa mère. Pour moi, c'était ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Alors moi, j'ai pas trop tiqué sur l'intensité des personnages. Enfin, j'ai trouvé que justement, ils allaient très bien ensemble parce qu'ils partageaient cette intensité dès le départ et que en même temps, il y avait pas quelque chose qui m'agace énormément dans pas mal de comédies romantiques où les deux leads sont intenses. C'est-à-dire qu'il y avait pas de quiproquo idiots où en fait il suffirait juste qu'ils se parlent mais comme ils sont trop dépassés par leurs émotions ils se disent pas ce qu'ils ont sur le cœur, etc. Je trouve que les scènes justement où lui par exemple il étouffe à la campagne, il est pas violent avec elle ou quoi, enfin j'avais un peu peur de là où ça
aurait pu aller, et en fait je trouve que leur couple fonctionne assez bien là-dessus, et du coup ouais j'étais vraiment dedans. Et effectivement c'est un peu cette dernière scène avec laquelle j'ai eu un problème, où justement c'est pareil, en fait sur le plan vraiment écrit je trouve les idées très bonnes, je trouve ça hyper touchant, par exemple le moment où ils tendent tous la main au personnage, mais après voilà quoi, c'est hyper gros sabot, la musique n'aide pas, j'ai trouvé que ça durait trop longtemps. C'est si long. Cette scène est très longue. J'ai trouvé que ça durait très longtemps, et puis surtout que toute cette espèce de geyser émotionnel qui jaillit d'un coup, je trouve que ça gomme un peu cette sorte de déconstruction qu'on avait pu avoir plus tôt dans le récit, où justement en fait c'est pas parce que c'est un artiste qu'il a un passe-droit, et notamment qu'il aurait pas dû être là au chevet de son enfant. Et là je sais pas, il y a cette espèce de truc où c'est un peu comme si on disait ah ben en fait tu l'as pas fait pour rien parce que tu as écrit cette pièce et du coup on te pardonne. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que là ça devenait trop en fait. Ah, moi je trouve pas, moi j'aime plutôt le film. Je trouve que je peux entendre sur la musique de Richter, même si comme vous un compositeur que j'aime bien, mais moi j'ai l'impression que en effet c'est deux personnages très intenses, et ça change un petit peu dans un film historique où il y a un peu deux versants. Il y a ce versant où c'est un petit peu tous les personnages se languissent les uns des slow autres. Burn, voilà, ouais. Et moi j'adore ça, le yearning, il y a pas de souci, un petit peu plus dans la fiction plus vieille que Shakespeare, mais chez Austen par exemple. Mais là en fait on a deux personnages très désireux, très presque animal l'un avec l'autre, mais en fait tout le reste c'est un peu, je trouve que ouais, moi j'ai l'impression que ça monte. Il y a cette tragédie. Moi j'avoue j'ai pas senti que le film voulait me faire pleurer tout de suite. Bah moi non, franchement. Pas d'accord. Ah, la meuf qui prend son enfant, qui se met à baver en hurlant, j'étais là. Ouais mais attends, on est déjà à la première heure du film. Avant ça ils se sont rencontrés, ils se sont pécho, ils se sont quand même. Ah oui, non, mais c'est passé des choses, mais je veux dire. Puis, je pense même toute l'installation, un peu là encore avec des gros sabots, mais bon là c'est aussi le matériau d'origine qui reprend ça, mais le père très violent, Paul Mescal en conflit de masculinité comme tous les rôles de Paul Mescal. Enfin, ce qui en plus entre en contradiction avec le reste de sa filmo, où je lui disais Chloé Zhao elle a un rapport très pudique à l'émotion. Et là, effectivement, on rentre très vite dans quelque chose de très lyrique, quoi. C'est très littéral aussi. Ouais, mais après, c'est une tragédie. Elle a pas déjà, et elle a pas énormément travaillé le sentiment amoureux. C'est pas quelqu'un qui a énormément. Elle a travaillé les relations familiales. Elle a travaillé, mais d'une intensité comme celle-là, elle l'a pas fait quand même. Laissez-lui le droit de la fiction. Ah non, mais bien sûr. Oui, mais moi, c'est vraiment la souffrance, là, le problème. Pas le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, au final, c'est mais pas la vraiment souffrance, elle arrive quand même à une... Enfin, j'ai l'impression qu'on dit ça comme si c'était les 15 premières minutes du film. Il se passe quand même 1 heure avant qu'ils s'unissent, qu'ils aient une famille, que leur fils décède. D'ailleurs, leur fils qui prend la place de leur fille. Enfin, il y a tout un truc mystique. Ouais, justement, ce truc-là, moi, en fait, je trouve ça hyper long, et tu le vois venir à 12 km. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Moi, je trouve ça hyper beau. Même cette scène annonciatrice quand Shakespeare est à Londres et qu'il voit les petites marionnettes là pendant la peste qui justement en fait nous induisent un peu en erreur sur ce qui va se passer, mais qui est juste magnifique, je trouve. Je trouve que c'est juste shakespearien, quoi. Tout est à peu près shakespearien dans le film. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, la scène de fin, je la trouve pas trop longue. Je trouve que on prend. C'est une réinterprétation. La partie du deuil. Moi, je trouve pas que la scène soit trop longue. Mais moi, je trouve pas que la scène au théâtre soit trop longue. D'accord. C'est pas la question du théâtre. Pour le coup, je suis assez d'accord. Le gamin qui réapparaît mais... en fait à la fin, et on a compris en fait que l'histoire de la pièce, c'est de la manière de faire son deuil. En fait, moi, j'ai eu l'impression qu'elle me prenait pour une conne, et ça. T'avais l'impression que c'était un film Netflix et qu'il fallait nous répéter comme c'est sur ton téléphone. Franchement, un petit peu. Franchement, j'ai un peu l'impression qu'on me dit, attends, as-tu vraiment compris la partie symbolique de ce truc ? Je vais quand même te le figurer littéralement. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un film très littéral. Même, en fait, l'histoire de ce petit garçon qui vient voir sa petite sœur malade et qui lui dit, je vais prendre ta souffrance, et boum, ensuite, il meurt à sa place. Ça, je suis d'accord, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça très beau. Énorme guillemets. Non, mais ça, ok. Et ensuite, la gamine qui répète, mais en fait, c'est à cause de moi qu'il est mort et tout. J'étais là, mais j'ai compris. Enfin, ça s'est passé. Elle a pas le droit de se sentir coupable. Si, mais en silence. Non, mais la pire mère. Tais-toi. Mais je ne dirais pas ça à un véritable enfant.
Ce que je veux dire, c'est que au les cinéma, féministes qui détestent les gosses. parfois la fiction, pour que ça marche, en fait, paradoxalement, il faut que ce soit un peu en dessous de la réalité. Bien sûr qu'on imagine que les gens pleurent, crient et hurlent, c'est logique. C'est normal. Mais enfin, moi, en tout cas, pour que ça marche au cinéma, parfois, il faut que ce soit un tout petit peu moins parce que sinon... Moi, j'ai eu l'impression vraiment qu'on me forçait les sentiments, en fait. Ouais. En fait, j'ai eu une réaction plutôt inverse jusqu'à la scène finale du théâtre où là, ok... Pour le coup, moi je trouve pas que le personnage de Shakespeare on le dédouane parce qu'il a créé une œuvre immense. Je le trouve assez pathétique moi dans cette dernière scène où il met quand même toute sa souffrance. Non, je trouve pas ni grandi. Je suis pas d'accord. Il y a un truc très ni embelli. C'est le seul moyen qu'il a lui d'exprimer. Enfin, je trouve que il est pas pathétique. Enfin, moi vraiment pas pour moi. Il y a une sorte de magnificence, en tout cas le couple se retrouve à ce moment-là. D'accord, le gros plan sur son visage de Paul Mescal tourmenté pendant qu'il y a la musique qui résonne. Je trouve quand même que le personnage de Buckley, il a une intensité et il a une prestance et une magnitude tellement titanesque que franchement déjà elle écrase Paul Mescal. De toute façon, moi je trouve que c'est surtout son film à elle quand même. De toute façon c'est son film à elle. Et à la fin, moi je trouve qu'elle continue quand même de l'écraser et qu'on est quand même là le deuil de cette mère qui a élevé ses enfants et son propre rapport aussi à l'immensité du monde qui est finalement très réduit parce qu'elle a jamais quitté Stratford-upon-Avon, leur petite campagne là. Il est beaucoup plus intéressant finalement, on dirait que le monde de Shakespeare, qui est quand même un auteur majeur et qui, en tout cas, on continue d'adapter ses œuvres et notamment son imaginaire fantastique, quoi. Et moi, je trouve ça très beau d'elle de lui donner comme ça cette puissance qu'on a accordée à Shakespeare, d'en faire, lui, un personnage secondaire. Moi, je trouve ça absolument oui, puis sans que ce soit fait avec lourdeur, en mode la femme derrière l'artiste, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, porté par de bonnes intentions souvent, mais... ou pas. Ouais. non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. D'ailleurs... c'est regrettable de tourner le marketing autour de sa figure à lui parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. Le film le plus populaire qui a parlé de Shakespeare, c'est un film des années 90, c'est Shakespeare in Love. Et dans le Shakespeare in Love, du coup, il écrit sa pièce et à la fin, il fait de son héroïne totalement une héroïne de fiction, mais c'est lui qui lui offre ça. La dernière scène, c'est littéralement Gwyneth Paltrow sur une plage, une itération de Gwyneth Paltrow sur une plage, à qui il a donné vie, à qui il a donné de l'agentivité, à qui il a donné un destin. Et là, c'est exactement le contraire qui se passe. Shakespeare, il est dépassé, en fait, il est sur le côté, et moi, juste, ça m'a fait du bien, en fait, de pas se dire, oh là là, le grand homme qui a écrit ce personnage féminin encore plus grand, parce qu'il passe à la postérité de la littérature, c'est bon, et du théâtre et du spectacle vivant. Ah non, mais je pense que de toute façon, c'est pas l'idée. Moi, je suis d'accord avec la charge pathétique du personnage. Moi, c'est plus vraiment sur l'interprétation de cette dernière scène, où pour moi, il y a quand même un truc d'élévation, pas dans l'idée de dire oh là là, c'est le génie. Enfin, de toute façon, pour moi, la figure du génie, elle est complètement laissée de côté. Je pense plus du côté de ce truc très intimiste, justement, de la gestion du deuil de ses parents, où tu comprends qu'en fait lui et elle se mettent à peu près au même niveau en termes de la manière dont ils ont processé ce deuil, alors que pendant tout le film t'as vraiment le point de vue de la mère. Et justement, moi j'ai vraiment considéré son attitude comme une forme d'abandon, le fait qu'il reste à Londres, etc. Et enfin, après je le dis parce que j'ai aussi plus le livre en tête, mais le moment où justement elle se rend compte, elle découvre qu'il a fait toute une pièce dérivée du prénom de cet enfant, elle est scandalisée. Et nous, on est censé, en tout cas dans le livre, être scandalisé avec elle, en disant mais comment est-ce que c'est possible que ce type-là, qui n'a même pas été là au moment où son fils est mort, qui s'est même pas occupé de ses enfants, qui n'a même pas été présent, ose faire quelque chose de ce deuil, en fait. Et la fin explique ça et pardonne d'une certaine manière, ou en tout cas redonne aussi au père cette place de deuil qu'on lui a pas donnée pendant le film. Je trouve aussi que par exemple cette scène où il repart à Londres justement pour finaliser sa pièce, alors que elle, on voit très bien qu'elle est au 36e dessous, et d'ailleurs elle lui reproche factuellement de pas rester alors qu'elle a besoin de lui. Enfin, je trouve que moi ça a suscité beaucoup d'antipathie pour moi à l'égard de ce personnage, parce que je trouve qu'en fait on retrouve un peu cette dynamique genrée
des relations amoureuses au cinéma et puis même dans la vie, où en fait la femme va exprimer son amour à travers les gestes du quotidien, etc., en exerçant une présence continue, du travail de soins et tout ça. Et les hommes vont faire ça à travers des grands gestes dramatiques. Et du coup, c'est un petit peu ça qui me dérange dans cette fin également. Donc dans ce podcast, on a essayé de vous résumer les grandes complexités du cinéma de Chloé Zhao et on attend avec hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite, donc notamment ce reboot de Buffy dont elle signe a priori le pilote. Moi, c'est vrai que sa carrière, sa trajectoire me fait un peu penser à celle de Greta Gerwig que j'ai citée plus tôt, vu qu'on assiste justement à l'ascension mainstream, on va dire, d'une ancienne star de l'indé. Et là où pour moi Greta Gerwig s'est un petit peu perdue sur la fin avec Barbie, le futur semble plus prometteur pour Chloé Zhao, comme en atteste cette conversation enflammée qu'on a eue autour d'Hamnet, qui sort donc en salle le 21 janvier. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Mariana, Lisa, Margot, merci beaucoup d'y avoir participé. Merci. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à nous donner des petites étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi qu'à relayer l'épisode. On se retrouve au mois de février pour une sortie très 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 attendue de tout le monde, en bien comme en mal. Je n'en dirai pas plus. À bientôt.